calendrier jusqu'au 31 décembre 2015, ce jeudi-là, il y avait de l'électricité dans l'air. Et pour cause, un épais rideau d'obscurité est tombé sur le Cameroun en plein message du chef de l'État à la nation. On n'était jamais allé aussi loin dans le scandale des coupures d'électricité. Depuis lors, c'est le clair-obscur pour les consommateurs dont les jours sont aussi noirs et incertains que la nuit des temps. Le courant ne passe pas assez entre la production, le transport et la distribution de l'électricité pour satisfaire la demande. Le compteur de l'État est réglé sur 2035, horizon de l'émergence, qui nécessite pour l'accès à l'électricité pour tous, tenez-vous tranquille, pas moins de 6 000 milliards de francs CFA d'investissement. Projection entendue cette semaine à l'Assemblée nationale lors d'un oral de 6 heures d'horloge du ministre de l'Eau et de l'Énergie face aux députés. Également présent au Parlement, mais aussi dans la presse, le concessionnaire historique de l'État depuis 20 ans que dure la privatisation du secteur de l'électricité. Autrefois, AES Sonel et aujourd'hui Eneo, le concessionnaire est traversé à tort de critiques de la part de ceux qui prétendent que la lumière ne tient qu'à un fil nommé Eneo. Pour voir clair dans ces zones d'ombre comme la facturation, la qualité de service ou même les investissements du secteur de l'électricité, branchement haute tension de Actualité Hebdo avec un passionné d'électricité nommé Eric Mansui. Ingénieur électricien diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble en France, il est depuis novembre 2019 le directeur général de Eneo Cameroun. Et c'est notre invité, ce dimanche. Eric Mansui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Romuald Tuisseux. Alors, à Bonanjo, votre quartier à Douala, est-ce que vous connaissez et vous tolérez les coupures intempestives d'électricité? Alors, les coupures d'électricité sont dues à de multiples facteurs. Je crois qu'il faut en citer deux. Le premier, c'est la multiplication des acteurs dans le secteur de l'électricité, depuis les lois de 2001 que vous citiez tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a trois segments. Il y a la production d'électricité qui est assurée par Eneo à 70%, mais aussi par d'autres acteurs. Je pense par exemple à Kribi, d'Ibamba, des centrales privées, à Greco dans le nord, EDC qui exploite le barrage de Memvele. Donc vous le voyez, il y a de multiples acteurs sur le segment de la production. Il y a un autre segment qui est le segment du transport, qui est tenu par Sonatrach à 100%. Le transport, c'est quoi? C'est l'acheminement de l'électricité entre les centrales de production et les clients finaux, là où Eneo vient chercher l'électricité à sa source. Et puis le troisième segment, c'est la distribution, qui est tenue par Eneo. Donc vous le voyez, avec la multiplicité des acteurs, quand il y a un incident dans la chaîne, ça se répercute automatiquement jusqu'au bout chez le client final. Y compris chez le directeur général de Eneo. Y compris chez le directeur général d'Eneo. Par exemple, à Douala, puisque vous citez Bonanjo à Douala, depuis dimanche, il y a un grave incident sur un transformateur du transport qui perturbe très fortement depuis dimanche dernier la distribution d'électricité à Douala, mais Eneo n'en a pas la responsabilité. Pour donner des chiffres... Comment vous faites quand vous vous retrouvez dans le noir? Comment vous faites? J'attends patiemment que... Vous, directeur général, vous ne passez pas un coup de fil pour dire... Je regarde avec attention les réseaux internes. On a des canaux WhatsApp qui nous permettent de savoir en temps réel ce qui se passe, d'où vient le problème, si c'est un problème de production, si c'est un problème de transport, un problème de distribution. Donc je suis informé. Si ça concerne Eneo et que je peux intervenir, j'interviens bien sûr. Alors, en 2015, Eneo s'est engagé à investir, je pense, 904 milliards de francs CFA pour réhabiliter le réseau de distribution, le réseau de l'électricité d'une manière générale, et ce qui devait régler donc, entre autres choses, ces questions de délestage. Est-ce que ce travail a été fait? Alors, le deuxième problème qui entraîne les délestages et la mauvaise qualité de l'électricité, c'est le problème du financement du secteur.
Pour pouvoir améliorer la qualité, il faut pouvoir investir sur les 3 segments que je citais tout à l'heure. Le ministre parlait lundi dernier de 6 000 milliards de francs CFA d'investissement. C'est nécessaire pour améliorer la qualité de l'électricité. Il faut pouvoir les financer. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, le secteur n'arrive pas à s'autofinancer. Il est en déséquilibre. Pourquoi? On a en gros 3 grandes catégories d'utilisateurs de l'électricité. On a l'État, avec ses démembrements, les universités, les hôpitaux, les entreprises publiques. Deuxième segment, les entreprises publiques, comme Water, Alucam, qui ont beaucoup de difficultés à payer leurs factures. Et puis enfin, les utilisateurs finaux qui, aujourd'hui, ne payent pas leurs factures d'électricité pour 50% d'entre eux. Donc, ce que vous dites là signifie que vous n'avez pas pu satisfaire cet engagement? Exactement. À partir du moment où l'équilibre financier du secteur n'est pas obtenu, les investisseurs ne prêtent pas les capitaux nécessaires pour pouvoir faire ces investissements. Alors, la bonne nouvelle, dispose quand même d'un capital qu'il peut mettre à contribution en attendant les autres investissements. Qu'avez-vous fait au titre de cet engagement lié à la réhabilitation, notamment par exemple des lignes de transport et même de certaines infrastructures de production? Alors vous avez raison, Eneo va chercher sur les marchés financiers ces capitaux qui servent aux investissements. Avec ce manque de confiance qui prévalait jusqu'ici, Eneo n'a pas été en mesure de lever suffisamment de capitaux pour investir dans la distribution. La bonne nouvelle, c'est que depuis décembre 2019, sous l'impulsion du chef de l'État et sous le pilotage du Premier ministre, le gouvernement a pris conscience de la nécessité d'assainir les finances du secteur. Il y a eu un premier signal renvoyé en avril 2020 avec le règlement de 45 milliards de dettes anciennes. Ça a été immédiatement pour les investisseurs le signe qu'on pouvait à nouveau faire confiance au Cameroun. C'est ce qui nous a permis en début d'année 2021 de lever 100 milliards de francs CFA sur les marchés, 100 milliards que nous avons commencé d'ores et déjà. À quoi servira cet argent? À dépenser pour remplacer les poteaux bois qui tombent par des poteaux en béton ou des poteaux métalliques. Ça nous sert déjà à installer des compteurs chez les clients qui n'en ont pas, chez les clients qui en demandent. Ça nous sert à étendre les réseaux en zone urbaine et en zone rurale pour développer le réseau de distribution. Ça nous sert à moderniser le réseau en achetant des outils modernes de pilotage, etc. Donc ces investissements, ils sont en cours grâce aux 100 milliards qui ont été levés. Et le retour de la confiance dont je parlais tout à l'heure fait que la Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds internationaux se tournent à nouveau vers nous pour financer sur le long terme, jusqu'en 2035, les investissements nécessaires sur le segment distribution. Il restera à financer les investissements dans le domaine du transport, qui, eux, sont à la charge de l'État, et ça, c'est une autre histoire. Nous en parlerons tout à l'heure, mais dans votre contrat de concession signé en 2001, il est prévu la réhabilitation du barrage de Sonloulou pour un montant évalué en 2010 à 72 milliards de francs CFA. Donc, réhabilitation évidemment par Eneo. Les travaux les plus importants n'ont pas encore été faits jusqu'à date. Et cet ouvrage-là peut s'écrouler définitivement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez les mains croisées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver Sonloulou? Alors, pas du tout. Et Sonloulou est une vieille dame qui est en parfaite santé, qui produit l'électricité qu'on attend d'elle pour alimenter le réseau interconnecté Sud. Les travaux engagés le sont à 85%. Nous sommes sur l'extension de la durée de vie de Sonloulou pour que la vieille dame puisse encore, pendant plusieurs décennies, rendre les services qu'on attend d'elle. Donc Sonloulou va bien, ne présente absolument aucun danger et va continuer à produire de l'électricité pendant encore des décennies pour le plus grand bonheur des Camerounais. Est-ce que cette production est optimale? Ne peut-elle pas être améliorée, renforcée, augmentée?
Oui, elle est optimale puisque nous arrêtons régulièrement certains groupes producteurs pour faire leur entretien courant, mais aujourd'hui, l'ensemble des groupes de Songloulou fonctionnent parfaitement quand ils ne sont pas en maintenance courante. Alors par contre, il faudra évidemment augmenter la production d'électricité au Cameroun puisque la consommation augmente régulièrement. Il y a le barrage de Nachtigal, par exemple, qui est en construction sur la route Sanaga, qui va permettre à l'horizon 2024 de venir renforcer la production de Songloulou, d'EDA et des autres sources de production. Donc il est nécessaire d'investir sur ce segment production pour préparer l'avenir et c'est en cours par l'État du Cameroun. Vous avez une peinture qui est très mirifique, peut-être en contraste avec la réalité difficile et qui maintient régulièrement les consommateurs, en tout cas de la ligne de basse tension domestique dans l'eau noire. Qu'est-ce qui importe finalement pour Eneo? C'est la qualité des services fournis ou la quantité des recettes? Peut-être les deux. Oui, alors c'est vrai que j'entends souvent des critiques sur l'attitude d'Eneo. Enfin, Eneo, c'est une entreprise de service public avant tout. Enfin, moi-même, j'ai servi pendant plus de 30 ans une grande entreprise de service public. J'ai cette passion du service public et c'est ce que je mets en œuvre ici à Eneo. Alors, Eneo est détenu à 44% par l'État camerounais, il faut le rappeler. Donc quasiment la moitié d'Eneo appartient à l'État, 5% le personnel, 51% un investisseur. Mais il n'y a rien de scandaleux à ce que Eneo fasse des petits bénéfices. En 2019, Eneo était en déficit. En 2020, l'entreprise s'est redressée. Elle a fait 5 milliards de francs CFA de bénéfices, dont la moitié est repartie à l'État sous forme de dividendes. Moi, je vous pose la question, Romuald, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une entreprise de service public qui fait un petit peu de bénéfices, 1% du chiffre d'affaires, c'est pas beaucoup, et qui distribue des dividendes à l'État, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une entreprise publique qui est un gouffre financier pour l'État, qui doit en permanence le renflouer aux frais du contribuable? C'est vous le chef d'entreprise et c'est vous le directeur général de Eneo, donc dites-nous. Moi, je pense qu'il est préférable que les caisses de l'État soient alimentées par des entreprises publiques en bonne santé plutôt que ça soit le contraire. Vous accusez régulièrement, on va dire, la vétusté du réseau comme étant à l'origine des coupures d'électricité que nous connaissons, alors que vous étiez jusqu'en 2018, quand même, quand j'ai dit vous, c'est-à-dire Eneo, vous étiez responsable de la gestion de ces réseaux de transport et par ailleurs, vous réclamez à l'État plus de 50 milliards de compensations pour amortir vos investissements dans ce segment. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire tout cela? Non, ce n'est pas contradictoire. Les lois de privatisation ont prévu que l'État reprenne le segment du transport. Donc depuis 2012, Eneo n'investit plus, ne peut plus investir dans le segment de transport, puisque c'est de la responsabilité de l'État. La valeur de ces actifs de transport, elle a été déterminée récemment. Je pense que les deux parties sont d'accord. Cette valeur des actifs de transport correspond aux investissements successifs faits avant cette période par Eneo. Il est donc légitime que cette valeur comptable non amortie soit restituée à Eneo à partir du moment où Eneo a rendu les lignes de transport, les postes sources à l'État. C'est une indemnisation d'investissements passés qui n'ont pas pu arriver à terme. Quand on vous écoute, on a l'impression que Eneo est accusée pour rien alors qu'elle se tue à la tâche. Qu'est-ce que vous reconnaissez vous-même comme insuffisance dans la fourniture actuelle du service de l'électricité, à votre niveau? Bon, oui, effectivement, vous avez raison. J'écoute beaucoup les clients. Il faut faire un aveu. La qualité de service à la clientèle est largement insuffisante. Les clients se plaignent d'être mal reçus dans les agences. Les clients se plaignent de ne pas recevoir leurs factures. Donc on a travaillé sur ce sujet depuis le début de l'année. On est en train de mettre des plans d'action pour améliorer l'accueil dans nos agences, pour faire en sorte que le client se sente vraiment écouté et se sentent vraiment servis par une entreprise de service public. Donc cet aveu-là, je le fais facilement.
Un des reproches, c'est sur la facturation. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Nous en parlerons tout à l'heure de la facturation, mais puisque vous parlez des plaintes des consommateurs et de vos clients, allons-y à Douala précisément, qui est votre ville de résidence. À Douala, nous avons essayé de recueillir les attentes et les problèmes que rencontrent les consommateurs d'électricité. Voici la synthèse dans ce papier de José Gaëtan Tsanga. Dans ce quartier populaire de Douala, un atelier de soudure est réduit au silence. C'est inhabituel. Accoudé sur sa machine, Bertrand, le maître des lieux, se tourne les pouces depuis des heures. Autour de lui, ses 5 employés font grise mine. Depuis la coupure d'électricité intervenue dans la matinée, les machines sont à l'arrêt. L'entreprise ne peut plus tenir ses délais de livraison. Un carré qu'on devait livrer chez le client était aujourd'hui, parce qu'on a pris ça depuis lundi. C'est pour protéger le groupe électrogène. Mais puisque je n'ai pas de lumière, je ne peux pas travailler. La plupart des fois, lorsqu'on coupe, même ça fait 2 heures de temps, 3 heures de temps, ça vient, même ça nous permet même de travailler 30 minutes, 45 minutes avant qu'on coupe. Mais depuis samedi, 7h30, on a coupé jusqu'à 19h. Dans cet entrepôt de stockage de produits halieutiques situé à quelques kilomètres plus loin, difficile de garder les produits sous bonne température. Alors, le stock des produits avariés s'amoncelle. Les coupures intempestives ont gelé les entrées financières de Paul qui peinent à engranger des bénéfices. Quand on coupe la lumière, quand nous ne sommes pas là, peut-être dans la nuit, le temps que nous revenons le matin, ça porte déjà des coups durs sur les produits alimentaires qui se trouvent dans les chambres froides. Le manque à gagner peut être estimé à beaucoup de millions. Puisque les produits alimentaires comme le poisson, dès que ça perd sa valeur, le prix, on est obligé de baisser le prix sur le marché. Un feuilleton trop long au goût de ses habitants qui se soumettent au rationnement imposé par le fournisseur de courant électrique. Actuellement, on a coupé, on ne peut plus voir la télé, on ne peut plus utiliser le ventilateur, il y a le chaleur. Il y a même 4 clients assis pour attendre d'être coiffés, mais il n'y a pas de lumière. J'aimerais qu'il y ait même des multiples concurrents à Eneo. Douala abrite des milliers d'entreprises formelles et informelles. C'est l'agglomération la plus importante du Cameroun. Un concentré de consommateurs très affectés par les délestages, déplore le président de l'association qui œuvre à défendre leurs droits. Il ne passe pas une journée où il y a des coupures interminables. Et ce sont des denrées périssables qui sont comme ça jetées dans la poubelle. Ce sont des commerces qui n'arrivent pas à faire des activités. Ces hommes et femmes camerounais n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que la fourniture en énergie électrique n'est pas continue et est de mauvaise qualité. On a interpellé les pouvoirs publics, notamment le ministre de l'eau et de l'énergie. On a interpellé le directeur de l'ARCEL, l'agence de régulation du secteur de l'électricité, qui a mis en demeure Eneo d'annuler certaines factures estimatives. Jusqu'alors, les agents Eneo continuent à passer dans des ménages pour leur distribuer des factures de fraude. Nous disons que cela doit cesser. Le gouvernement œuvre à réduire ce déficit en énergie électrique qui plombe l'économie. En attendant que les solutions se concrétisent, les populations continuent d'user de trucs et d'astuces pour minimiser les dégâts. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Eric Mansoui, nous parlerons tout à l'heure, je l'ai dit, de la facturation, mais réagissez d'abord sur les autres complaintes que nous venons de suivre dans cet élément. Comment vous vous sentez quand vous entendez vos consommateurs? Moi, je dis qu'il faut qu'on retrousse les manches, tous. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux acteurs dans le secteur. Retroussons les manches et faisons en sorte que ça s'améliore. La situation, j'en parlais tout à l'heure, la situation à Douala depuis la semaine dernière est fortement dégradée suite à la panne, la grosse panne d'un transformateur de transport au poste de Logbaba. La situation qui s'était améliorée, je crois que tout le monde le reconnaît, depuis le début de l'année 2021 et est revenue à la situation antérieure. C'est dommage. J'espère que la réparation du transformateur se fera le plus rapidement possible.
Si le transformateur est réparé, il ne réglera pas le problème de la facturation. Elle est sérieusement et sévèrement critiquée, notamment cette approche par estimation. Pourquoi ne pas revenir au prélèvement tout simplement des index? Alors, oui, j'entends sur les réseaux sociaux parler de surfacturation. Enfin, je veux le dire haut et fort, il n'y a pas de surfacturation. La politique des néos est de ne facturer à ses clients que l'énergie réellement consommée. Alors, ces estimations qui étaient faites en début d'année 2020 ont été arrêtées. Donc aujourd'hui, on est dans la situation... Elles continuent, elles se poursuivent. D'ailleurs, vous avez suivi certains qui s'en plaignent toujours. Alors, les problèmes de facturation sont dus au fait que les sous-traitants sur lesquels les néos s'appuient pour relever les index n'étaient pas sérieux. Nous avons remédié, nous sommes en train de remédier au problème nous avons lancé un appel d'offres pour sélectionner des partenaires sérieux qui vont relever les index et nous garantir la qualité de cette relève. Ils se sont engagés à payer leur personnel un peu au-dessus du marché, à les affilier à la CNPS et à nous rendre un service de qualité. C'est comme ça qu'on va régler le problème de mauvaise facturation liée à des index erronés en s'appuyant sur des sous-traitants sérieux. La deuxième chose, c'est... Et à ce propos, on peut s'en féliciter, mais qui paye le mal causé à la clientèle? Ceux qui ont été surfacturés ne peuvent plus prétendre à rien. Si, bien sûr. À partir du moment où un client constate une anomalie, il nous en informe, on prend en compte la demande, on s'est engagé à prendre en compte les demandes, les réclamations sous 72 heures, on y arrive à peu près, et à partir du moment où on constate qu'il y a eu un problème, on rectifie, soit on fait un avoir, soit on rembourse le client, mais je vous rassure que c'est seule l'énergie consommée qui est facturée au client. Alors on a un deuxième problème à régler après les sous-traitants, si vous me le permettez, c'est celui des compteurs. J'entends ici ou là que les compteurs des néos compteraient beaucoup trop. Non, enfin, les néos achètent ces compteurs sur le marché international. C'est des compteurs qui sont aux normes, qui sont achetés en Europe ou en Chine à des fabricants sérieux, connus, et les compteurs des néos comptent juste. D'ailleurs, l'Arcel... Donc c'est un comptage local qui va très vite. C'est un compteur qui enregistre l'énergie qui est consommée par la maison ou par l'industrie et qui nous donne un index que l'on relève régulièrement. Il y a aussi des compteurs intelligents qu'on peut interroger à distance. À quand ces compteurs intelligents? Alors on a déjà commencé. On a déjà commencé chez nos plus gros clients à installer ces compteurs. C'est des compteurs qui ont une petite puce téléphonique à l'intérieur et qu'on peut interroger à distance pour récupérer les index. Et surtout qui peuvent limiter la marge d'escroquerie et même de manipulation de la part des agents releveurs. Tout à fait. Alors, il y a les compteurs intelligents avec des cartes téléphoniques. Il y a aussi les compteurs prépayés que nous avons commencé à déployer. On a, au mois de juin, raccordé le 100 millième client camerounais avec un compteur prépayé. Le compteur prépayé, c'est un compteur qui permet d'acheter son énergie à l'avance et donc de maîtriser sa consommation. Donc de ne plus avoir de facture, de ne plus avoir le dérangement du releveur qui vient à la maison. Donc c'est une solution qui est plébiscitée par les Camerounais et partout dans le monde, que nous allons continuer à déployer. Notre ambition, c'est d'en déployer 100 000 de plus en 2021 pour atteindre 200 000 en 2021. Et on va continuer dans le temps, puisque c'est une solution qui plaît beaucoup et qui est très pratique. Selon certains consommateurs toujours, la disposition contractuelle qui consacre le principe d'une facturation mensuelle de l'ensemble des clients, on va dire, de basse tension domestique, eh bien, cette disposition-là n'est qu'une vue de l'esprit. Pourquoi dites-vous ça? Puisque nous délivrons tous les mois à nos clients une facture basée sur sa consommation. Donc,
la règle est respectée. Le client peut même, s'il le souhaite, si pour une raison ou pour une autre, et ça peut arriver, si la facture n'a pas été distribuée, le client peut même consulter sa facture sur notre site web ou la recevoir sur son téléphone pour voir quelle est la somme qu'il a payée. En fait, notre modèle, c'est la téléphonie. Les opérateurs de téléphonie ne distribuent plus de factures physiques depuis longtemps et tout se passe sur les téléphones portables ou sur Internet. Est-ce que vous êtes au courant de la situation selon laquelle certaines factures sont déposées dans des domiciles dont les propriétaires ont voyagé et lorsque on interpelle vos agents releveurs, ils s'excusent en disant « Ah, on ne savait pas qu'ils étaient en voyage ». Oui, c'est des situations qui peuvent arriver et en fait on y remédie de deux manières. La première, c'est celle que je citais à l'instant, c'est la facture électronique. Si quelqu'un veut sa facture, elle est disponible sur Internet ou sur son téléphone. Donc ça règle le problème des factures qui ne sont pas distribuées ou qui sont mal distribuées. La deuxième manière d'y remédier, c'est la qualité des sous-traitants. J'en parlais aussi tout à l'heure. Nous avons sélectionné une vingtaine de sous-traitants sérieux qui s'engagent non seulement à payer leur personnel, mais surtout à faire le travail de manière sérieuse, et nous les contrôlons. Eh bien, du fait donc de toutes ces difficultés de la facturation et d'autres problèmes, on observe que 30% de l'énergie distribuée est distraite. Vous êtes au courant de cela. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, c'est un fléau et c'est même le fléau principal. Je parlais tout à l'heure du financement du secteur de l'électricité. Il y a 30% de l'énergie distribuée qui n'est pas facturée parce que il y a des branchements directs, parce qu'il y a des compteurs qui ont été ouverts et modifiés. C'est 60 milliards de francs CFA qui sont perdus par le secteur tous les ans à cause de cette fraude. Et donc, il faut que ça devienne une cause nationale, il faut que tout le monde, tous les Camerounais et le pouvoir public s'unissent pour faire en sorte que le taux de perte revienne à des standards internationaux, disons 15%. Aujourd'hui, on est à 30%. C'est possible. Il y a des pays, je pense à la Côte d'Ivoire, qu'on cite toujours en référence, il y a des pays qui ont réussi en moins de 10 ans à revenir à des standards internationaux. Ça nécessite que tout le monde s'y mette. C'est nécessaire parce que c'est dangereux aussi. Des branchements directs dans les maisons sans aucune protection, ça peut tuer des enfants, et il y a des cas régulièrement. C'est une question de justice sociale. Est-ce qu'il est normal que je paye pour mon voisin qui, lui, ne paye pas ? C'est la confiance des investisseurs dans le secteur. Les investisseurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont extrêmement importants pour financer les investissements, regardent à quel point le pays se bat contre cette fraude. Et le fait que Eneo et l'État du Cameroun s'engagent dans cette lutte, et on a derrière nous le régulateur, l'ARCEL, les associations de consommateurs, pour lutter sans merci contre la fraude. Il y a d'ailleurs toute une brigade nationale au ministère du Commerce qui est donc en charge du contrôle des prix et de ces aspects liés à la fraude, mais son travail est parfois entaché par, on va dire, la ruse de certains de vos collaborateurs qui eux-mêmes sont en intelligence avec les agents releveurs. La fraude, elle est interne et on lutte sans merci contre les agents Eneo indélicats. Vous avez déjà sanctionné ? On a licencié l'année dernière 100 agents Eneo qui étaient accusés de malversation sur les compteurs. Il y a aussi la fraude externe, ce qu'on appelle couramment les songloulous. C'est tous ces barons de la fraude qui, dans les quartiers, vous proposent, moyennant finance, de vous raccorder 100 compteurs. Donc, nous avons engagé, avec l'aide de l'ARCEL et des associations de consommateurs, une lutte sans merci, et en interne et en externe, qui commence à porter ses fruits. Bon, il y a eu récemment dans les journaux des articles disant que Eneo était mise en demeure par l'ARCEL, etc. C'est le rôle de l'ARCEL de nous obliger à avoir cette démarche de lutte contre la fraude dans le respect des règles. Nous sommes entendus. Aujourd'hui, la démarche de lutte contre la fraude d'Eneo se fait sous le contrôle de l'ARCEL,
dans le respect des règles et avec l'accompagnement des associations de consommateurs. Il faut qu'on continue. C'est une question vitale pour la survie du secteur. Question vitale également, celle des compteurs. Et là-dessus, le gouvernement, à travers le ministère de l'Eau et de l'Énergie, vous a demandé d'installer les compteurs dans toutes les administrations pour mieux contrôler donc la tarification. Est-ce que cela a été fait? Oui, c'est en cours. Nous installons sur les compteurs de l'administration des compteurs intelligents dont je parlais tout à l'heure avec une petite puce qui nous permet de faire un relevé facile. Est-ce que vous ne vous pressez pas lentement sur ce chantier? Il faut que toutes les installations gouvernementales soient installées à terme en fonction de la disponibilité des compteurs, en fonction de nos priorités d'investissement. On avance. C'est un de nos projets qui avance. Depuis au moins 5 ans, on observe une augmentation de la production, notamment donc à travers l'énergie hydroélectrique qui est donc injectée dans le réseau, mais les prix restent les mêmes. Les prix ne diminuent pas. Pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas Eneo qui fixe les prix de l'électricité. Les prix de l'électricité sont fixés par le régulateur, sont fixés par l'ARCEP. C'est vrai que ces prix n'ont pas... Mais c'est des prix qui vous arrangent. C'est des prix qui sont fixés par l'ARCEP en fonction des prix de production de l'électricité et des besoins du secteur. Le prix de l'électricité doit refléter les coûts et doit permettre de financer non seulement les charges courantes, mais aussi les amortissements. Donc ce prix, il est stable. L'arrivée des grands barrages comme Nachtigal et les suivants va faire effectivement baisser les coûts de production de l'électricité. Le régulateur devra décider à ce moment-là quel est le juste prix que doivent payer les clients, les consommateurs pour leur électricité. Ce n'est pas du ressort d'Eneo, c'est ça que je voulais vous dire. Et puisque vous parlez des barrages, je voudrais vous inviter à suivre un peu la réaction de celui qui est garant de la gestion de ce patrimoine en termes de barrages. EDC, nous avons rencontré le directeur général, le docteur Théodore Nsangou. Je vous propose donc de le suivre sur les solutions actuelles et à venir en ce qui concerne la production de l'énergie. En fait, Lompanga a permis, depuis sa mise en eau, il y a peut-être 5 ans, d'augmenter la puissance garantie hydraulique de son lot EDA à plus de 170 MW sans investissement supplémentaire. C'est pour ça que depuis que Lompanga est en service, nous n'avons plus de délestage massif production comme on le connaissait avant. Mais nous avons des coupures, bien entendu, qu'on pourra évoquer aussi tout à l'heure. Et nous pensons que avec l'avènement de Lompanga et son usine qui sera mise en service d'ici juin 2022, l'usine de Lompanga va déjà nous permettre de régler définitivement la question de l'Est, puisqu'on aura une énergie hydroélectrique qui va se substituer à une centrale thermique à Bertois qui coûte trop cher. Maintenant, en dehors de Lompanga, nous avons le barrage de Membele, qui est construit au sud, et nous pensons que cette énergie de Membele pourra arriver à alimenter Yaoundé de manière massive d'ici septembre 2021 avec 211 MW qui viennent s'ajouter au parc de production hydroélectrique. Maintenant, si nous attaquons le nord, le nord est essentiellement basé sur le barrage de Lac d'eau. Ce barrage qui a été construit il y a une quarantaine d'années et qui mérite une réhabilitation profonde. Nous pensons que la question du lac d'eau n'est pas seulement une question de l'hydrologie. C'est vrai qu'il y a une baisse de l'hydrologie à cause du réchauffement de la planète qui est perceptible maintenant. Mais nous pensons qu'en réhabilitant ce barrage de lac d'eau,
et en l'associant à un autre barrage qui était aussi prévu, c'est le barrage de Bini à Warak, on devrait avoir une solution pour le nord. Mais le problème de Cameroun en général, c'est que on a l'eau au sud et le soleil au nord. Ça veut dire que pour régler définitivement cette problématique, de notre point de vue, c'est continuer à construire des barrages au sud et développer le soleil au nord et de faire l'interconnexion de tous ces réseaux. À l'heure actuelle, la Sonatrel envisage déjà de construire une ligne 400 kV entre le barrage de Nastigal au sud et Ngaoundéré au nord. Je pense que, d'après les informations, d'ici 4 ans, ce sera fait. Et d'ici 4 ans, nous allons nous trouver dans une situation où l'usine de Lompanga produit ses 30 MW, Nastigal produit ses 420 MW au sud, Memvele produit ses 200 MW, et à l'interconnexion de tous ces réseaux, ça permettra vraiment de commencer à voir le bout du tunnel en ce qui concerne ce déficit important d'énergie pour la partie production, transport, disons ça comme ça. Ces nouvelles de la part de EDC vous rassurent? Oui, je connais bien Théodore Nsangou, c'est un grand spécialiste du secteur et ce qu'il dit est parfaitement juste. L'hydraulique au sud, le solaire au nord, les barrages en construction au sud vont permettre à long terme de couvrir les besoins. Au nord, l'arrivée de Bini à Warak viendra en complément de l'ACDO. Eneo a commencé à développer en 2018 une centrale solaire de 30 MW à Maroua et à Guider. Justement, je voulais que vous me disiez si vous ne pensez pas à développer davantage les énergies alternatives. Si, on y pense. Je vous dis, il y a ce projet de 30 MW au nord qui doit absolument déboucher, sur lequel on a besoin de l'appui des autorités pour que ça sorte vite l'année prochaine, en 2022. Eneo... Quand vous dites que ça sorte vite, c'est-à-dire quoi? Le dossier relatif à la mise en route de ce projet? Oui, que les autorisations administratives soient données, que les garanties soient données. Le ministre en a parlé lundi dernier à l'Assemblée nationale. Ce projet est en gestation depuis trop longtemps et doit sortir. Ça amènera 30 MW sur le réseau interconnecté Nord en attendant que Bini à Warak soit opérationnel. Alors, Eneo développe aussi du solaire sur ses centrales isolées. Vous savez, à Berthois, par exemple, Djoum, Laumier et plein d'autres centrales. Là où on a des petits groupes thermiques au fioul, on installe des panneaux solaires, ce qui nous permet dans la journée de couper les groupes, d'économiser du fioul et donc de faire en sorte que l'électricité soit moins chère à produire. Donc ça, c'est une des actions, c'est un des axes de développement d'Eneo. On parle souvent beaucoup de la dette des administrations et de l'État vis-à-vis de Eneo. On n'en sait pas beaucoup sur la dette d'Eneo vis-à-vis de l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr. Alors, les dettes croisées dans le secteur, et c'est le problème principal, j'en parlais tout à l'heure, les dettes croisées, actuellement, c'est 200 milliards. 200 milliards de francs CFA que les entreprises se doivent mutuellement dans le secteur. Eneo ne doit rien à l'État. Vous êtes tout à fait clean. On est tout à fait clean vis-à-vis de l'État. Ce que doit Eneo, c'est ses factures aux producteurs privés de Krivi de Dibamba, qui n'ont pas été réglés ces dernières années, mais un accord a été trouvé pour apurer cette dette en 4 ans. Ce que doit Eneo, c'est des factures anciennes de fuel à une société, à une entreprise d'État. Voilà. Mais je le disais tout à l'heure, je rassure, le chef du gouvernement a pris le dossier début 2020. Les choses sont en train de se régler. Ces dettes croisées de 200 milliards vont, je pense, avant la fin de cette année, être apurées pour faire en sorte qu'on puisse envisager l'avenir avec sérénité. S'agissant de l'avenir,
votre plan d'investissement prioritaire, que prévoit-il pour stabiliser, disons, la distribution de l'énergie électrique dans les grandes villes du Cameroun? Alors, les priorités, et c'est ce qu'on fait actuellement avec les 100 milliards qui ont été levés début 2021, on remplace les poteaux bois qui tombent le long des routes par des poteaux béton. On étend les réseaux partout où il y a du développement urbain, où il y a de la demande en zone rurale. On installe les compteurs. On a parlé des compteurs prépayés, on a parlé des compteurs intelligents. On remplace les vieux compteurs obsolètes par des compteurs tout neufs. On modernise le réseau. On va installer ce qu'on appelle un SCADA dans le jargon. C'est un système automatique qui permet de superviser depuis Douala et depuis Yaoundé le bon fonctionnement du réseau. On installe des systèmes informatiques modernes de manière à ce que l'exploitation du segment de distribution se fasse selon les standards internationaux. C'est à ça que ces investissements servent. S'agissant par exemple de la question du remplacement des poteaux, vous confirmez que vous souhaitez remplacer 50 000 poteaux en 2021 ? Oui, alors on a commencé en 2020 avec une ambition de 90 000 poteaux à remplacer. On va y arriver, on remplace 1500 poteaux par semaine en ce moment. 1500 poteaux bois pourris qui tombent par des poteaux en béton ou des poteaux métalliques, des poteaux en béton qui sont fabriqués au Cameroun, je tiens à le dire. On a développé une filière camerounaise de production de poteaux béton et les besoins vont continuer au fil du temps. Une fois qu'on aura fini notre programme des 90 000, en gros, on prévoit de remplacer 50 000 poteaux par an pendant les 10 prochaines années. Mais il se trouve, après une petite arithmétique, que si vous remplacez 50 000 poteaux, par exemple, chaque année, il vous faudra minimalement 15 ans pour remplacer les 780 000 poteaux défectueux sur le plan national, c'est-à-dire bien au-delà de votre concession qui s'arrête en 2031. Oui, mais on travaille dans l'intérêt du public, on travaille dans la durée. Donc 15 ans pour remplacer des poteaux, c'est la durée normale. La durée de vie d'un poteau béton, c'est minimum 20 ans ou 30 ans. Donc quand on aura remplacé... Ça veut dire que d'autres viendront, on va dire, poursuivre ce que vous commencez là, ou vous donnez les moyens d'aller plus vite parce que vous le pouvez? Alors d'autres viendront finir, ou nous, si la concession est étendue au-delà. Il suffit d'aller un peu plus vite. C'est un travail de longue haleine. Alors, aller plus vite, c'est compliqué parce qu'on est tributaire du rythme de fabrication des poteaux. Fabriquer 50 000 poteaux par an, c'est déjà un challenge. Il faut aussi les installer. Il faut qu'on ait les entreprises sous-traitantes pour pouvoir planter ces poteaux, tirer les fils, etc. Donc 50 000, c'est un rythme qui... on y arrive. C'est déjà ambitieux. Aller plus loin, pourquoi pas, mais actuellement en 2021-2022, on n'est pas en mesure de faire plus vite que 50 000 par an. Je reviens sur la question des bénéfices. Au Cameroun, Eneo tourne plutôt à perte ou alors à profit? Alors, l'année 2019 a été une mauvaise année pour Eneo, qui était en perte. Et par contre, 2020, c'est l'année du redressement. Je le disais tout à l'heure, 5 milliards de francs CFA de bénéfices. C'est 1% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez faible, mais c'est un signal positif. Ça démontre que l'entreprise est bénéficiaire et qu'elle peut verser à ses actionnaires des dividendes. Est-ce que quand il y a donc ce sentiment de perte, ça n'explique pas la pression qui est mise, par exemple, sur la facturation? Je le disais tout à l'heure, l'objectif d'Eneo, entreprise de service public, c'est de facturer les clients au juste prix. De toute façon, les tarifs sont fixés, les règles sont fixées. Il y a un régulateur qui surveille de manière très précise et très rigoureuse la manière dont ça se passe. Donc non, il n'y a pas de pression particulière. Eneo fait son métier de distributeur et facture les clients au juste prix fixé par le régulateur. Très bien. Vous avez accompagné votre ministre de tutelle à l'Assemblée cette semaine. C'est vrai. Alors, je vous propose de retrouver et de replonger un peu dans l'ambiance de ce grand oral du ministre Gaston Elundou Essomba, 6 heures, je vous l'ai dit, devant les députés. Nous allons retenir les questions qui concernent essentiellement le secteur de l'électricité,
que prévoit et que préconise le gouvernement? Réponse avec Claristan. Sur la table des élus de la nation, cette semaine, l'eau et l'électricité. Des sujets importants, voire essentiels à la vie d'une nation et des citoyens. Et le chef de chambre, le très honorable Kavaye Guédibril, rappelait à tous les participants à cette séance plénière d'échange et d'information que le chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du barrage de Menveleu, disait, et pour le souligner, que l'accès à l'énergie était un enjeu majeur pour notre pays et bien plus. Sans énergie, en effet, il ne peut y avoir de développement véritable. Il ne peut y avoir d'industrie. Il ne peut y avoir de transformation de nos matières premières agricoles ou minérales. Bref, il ne peut y avoir d'économie moderne. Pourtant, pour l'ensemble des Camerounais, le constat est amer. Un déficit quasi quotidien de l'offre en eau et en électricité. Et le premier Camerounais, encore cité ici par le très honorable Kavaye Guédibril, partage ce constat désastreux. La pénurie d'électricité et d'eau également ont pour conséquence de rendre insupportable la vie quotidienne d'une grande partie de notre population. Mais les délestages, parfois prolongés, ont également perturbé le fonctionnement de l'administration, des services sociaux, tels que les hôpitaux et même les organismes de sécurité, quand ils n'ont pas provoqué des pertes de vie humaines et des dégâts matériels. Pour apporter des solutions à cette situation déplorable, un certain nombre de projets de construction de barrages ont été lancés par le gouvernement et sont réalisés pour certains, à l'exemple de Lompangar, Menveleu, Mekin, Nachigal, des centrales thermiques ainsi que des programmes d'adduction d'eau. Malgré cela, l'accès à l'électricité et à l'eau reste critique dans les zones urbaines et c'est pire dans les zones rurales. L'intervention du ministre de l'Eau et de l'Énergie était donc très attendue pour éclairer davantage la représentation nationale et informer l'opinion des perspectives à court et à moyen terme dans le secteur de l'électricité et de l'eau en termes de solutions durables. Le Cameroun, d'ici 2024, sera un seul et unique réseau interconnecté de manière progressive. Fin 2021, le réseau Sud sera interconnecté au réseau Est. Donc, on aura donc à Bertoua l'énergie qui vient de la Sanaga, qui vient de Menveleu. Et synchronisé au projet de Nachigal. Donc fin 2024, le projet d'interconnexion du réseau sud au réseau nord sera également effectif. Les financements sont désormais disponibles, les actions sont en cours. Je ne peux pas oublier le septentrion avec la préoccupation de la crise hydrologique aujourd'hui. Nous privilégions également les projets en cours de maturation au niveau du solaire, en attendant que la préoccupation sur Biné-Awarak soit réglée. Ces solutions qui se veulent pérennes peuvent être assimilées à l'hirondelle qui annonce le printemps. Le coronavirus a provoqué la mort des gens. Protégez vos enfants parce que le coronavirus, c'est dangereux. Lavez-vous les mains, respectez les mesures barrières. Et la dernière des choses, protégez-vous avec le masque. Cette hirondelle qui annonce le printemps, ce printemps est valable pour Enéo, je le suppose, après ce que nous venons d'entendre. Oui, moi j'ai été dans la suite du ministre à l'Assemblée nationale, j'ai écouté attentivement, on a aidé aussi à préparer. Oui, je crois qu'il faut être optimiste pour l'avenir, tout a été dit. La question centrale à régler, c'est celle du financement. À partir du moment où on aura rétabli la confiance des investisseurs dans le Cameroun et dans le secteur de l'électricité du Cameroun, un avenir radieux nous attend, j'en suis convaincu.
Éric Mansoui, nous avons reçu cette semaine un abondant courrier de la part des internautes de la CRTV qui suivent et regardent cette émission en ligne. Et les questions ont été rassemblées et traitées par Aline Guini de la rédaction web de la CRTV. Je vous livre rapidement la teneur de quelques-unes. D'abord, cette première. Comment expliquez-vous les baisses de tension régulièrement observées? Alors c'est un problème d'ingénieur. Les baisses de tension viennent du fait que, comme il y a énormément de fraude qui s'est développée sur les réseaux, les gens s'accrochent dans les quartiers et les transformateurs que nous avions mis en place ne sont pas suffisants. C'est ça les baisses de tension. Les baisses de tension sont essentiellement dues à la surcharge des transformateurs qui sont saturés par les clients frauduleux. C'est ce à quoi nous nous sommes attaqués de manière à ce que les clients puissent enfin avoir une tension stable telle que prévue par les normes. Pourquoi Eneo privilégie-t-elle la collaboration avec les sous-traitants au lieu de recruter ses propres agents? Alors, Eneo, c'est déjà 3800 personnes. Son cœur de métier, c'est d'assurer l'exploitation et l'entretien du réseau. La relève de compteurs, c'est pas notre cœur de métier. Donc c'est pour ça que depuis très longtemps, Eneo s'appuie sur des sous-traitants. C'est ce que font toutes les compagnies d'électricité au monde. La relève des compteurs est confiée à des sous-traitants, alors désormais sérieux, qui nous garantissent la qualité des informations qu'ils nous ramènent. Cette dernière question vous permet de mettre de l'emphase sur les mesures de lutte contre la surfacturation. Quelles sont les mesures prises pour éviter les surfacturations? Je l'ai dit, réduction du nombre de sous-traitants en n'ayant plus que des sous-traitants sérieux et écoute des clients si il devait y avoir des problèmes. Mais on le suit, la situation est en train de s'améliorer. S'il devait y avoir encore des doutes de la part de nos clients, qu'ils nous contactent par tous les canaux habituels, par WhatsApp, sur le site internet, notre ligne téléphonique, ou qu'ils se rendent en agence, nous nous sommes engagés à traiter toutes les demandes dans un délai de 72 heures. On y arrive à peu près à 95%. Voilà, la solution, c'est en cas de doute, adressez-vous à Eneo et on prendra en compte votre demande. Il y a une question qui reste en suspens, celle liée à l'achat des combustibles. Visiblement, le président de la République a instruit que soit mis à disposition de Eneo un montant d'1 milliard de francs CFA par semaine. Est-ce que ce n'est pas trop? Alors effectivement, le chef de l'État a instruit qu'1 milliard de francs CFA soit versé à Eneo par semaine pour pouvoir couvrir les dépenses courantes de l'État, ce qui correspond à peu près aux dépenses de l'État. Malheureusement, on reçoit la moitié de ce qui était prévu initialement. Et donc, ce qui nous pose des problèmes de trésorerie. Monsieur le directeur général, le Cameroun prépare en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est un événement qui s'envisage avec beaucoup d'assurance. Est-ce que vous pouvez donner des assurances aux Camerounais qu'il n'y aura pas de délestage dans les stades, comme cela a parfois été le cas par le passé lors de certains grands événements sportifs? Alors, l'alimentation des stades de la CAN, partout dans le pays, l'alimentation électrique est prête. Eneo a fait son travail depuis longtemps. Les nouvelles lignes de raccordement sont prêtes. Ce qu'il faut savoir, et je crois que les Camerounais l'ignorent, c'est que pendant un match, le stade tourne sur ses propres groupes électrogènes pour être à l'abri d'une éventuelle coupure du réseau. Donc quand il y a une coupure dans un stade pendant un match, c'est qu'il y a une défaillance sur les groupes électrogènes du stade. Et ce n'est pas le réseau extérieur qui peut être incriminé. Aujourd'hui, que pensez-vous qu'il faille faire à votre niveau pour améliorer, disons, l'offre et la qualité de l'énergie électrique? L'urgence, c'est de poursuivre ce retour de la confiance des investisseurs de manière à pouvoir lever sur les marchés financiers les fonds nécessaires aux investissements. C'est ce que Eneo est en train de faire. Avec le retour de la confiance dont je parlais tout à l'heure, Eneo discute avec la Banque mondiale et avec d'autres bailleurs de fonds pour pouvoir sécuriser sur les 5 prochaines années
les investissements nécessaires. On parle de 250 milliards de francs CFA nécessaires. On est en discussion avec ces bailleurs de fonds pour les avoir avant la fin de l'année et je suis très optimiste que grâce à cette confiance, on va y arriver. Éric Mansuy, avant de terminer, je voudrais que vous me donniez votre avis d'expert, d'ingénieur en électricité. Alors, depuis la privatisation du secteur de l'électricité il y a maintenant 20 ans, on observe que la qualité du service est restée approximative, d'où la colère des consommateurs que vous appelez vos clients. Le concessionnaire a très peu investi et les résultats ne sont pas spectaculaires, d'où en partie la valse d'ailleurs de certains dirigeants qui sont souvent limogés. Et les pertes elles-mêmes sont parfois évaluées à 90 milliards par an. Est-ce que, au regard de tout cela, vous n'avez pas un sentiment d'échec et l'inquiétude de voir l'État finalement renationaliser un secteur qui vous échappe? Je pense qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de cette interview. Le fond du problème, c'est le déséquilibre financier du secteur. Tant qu'on n'aura pas atteint cet équilibre, il sera impossible au secteur de la distribution, de la production et du transport de pouvoir sécuriser ses investissements. Donc voilà, travaillons sur l'équilibre, faisons en sorte que tous les clients, l'État, les entreprises publiques, les clients privés, les entreprises privées, chacun paye l'électricité selon sa contribution. Moi, je vais vous prendre un exemple que j'aime beaucoup. Quand vous allez au marché, les mangues les moins belles sont les mangues les moins chères. Si vous voulez acheter des belles mangues, il faut payer le prix. Les belles mangues sont les plus chères. Si vous repartez du marché avec les belles mangues sans avoir payé, c'est soit on vous les a données, soit vous les avez volées. Si les mangues sont trop chères? Les mangues ont un prix, le prix du marché. Qui peut être élevé. C'est vrai que pour certaines populations, le prix de l'électricité peut être vu comme élevé, mais c'est le prix que ça coûte à produire. Et une fois encore, c'est le régulateur qui fixe le prix de l'électricité pour pouvoir équilibrer ce secteur. Éric Mansuy, bientôt les projecteurs vont s'éteindre. Ce ne sera pas un délestage, rassurez-vous. C'est que notre entretien doit s'achever ici et maintenant. Il ne me reste qu'à vous remercier d'être venu à Actualité Hebdo. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Mesdames et messieurs, passez d'excellents moments sur votre chaîne, la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.